Je vous remercie et je passe la parole à mon ami Patrick Kessel. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. En préparant ce colloque du Comité Laïcité et République, nous n'imaginions pas, comme Jean-Pierre vient de le rappeler, à quel point nous serions au cœur de l'actualité. Par une fuite apparemment organisée dans la presse, nous avons appris que le président de la République projetait d'adapter la loi de séparation des Églises et de l'État afin, a-t-on pu lire, de mieux intégrer l'islam à la République. Que l'islamisme politique, que ses financements étrangers et ses revendications communautaristes fragilisent la laïcité et la République et doivent être traités en conséquence ne fait pas de doute. Mais pourquoi modifier la loi de 1905 qui a fait ses preuves et contient l'essentiel des dispositions nécessaires? Certains nous expliquent qu'il conviendrait d'adapter, voire de renégocier cette loi qui aurait été négociée justement avec l'Église et pas avec les musulmans. Cette assertion est fausse. Rappelons que la loi de séparation n'est pas le résultat d'une négociation entre l'État et l'Église, mais le fruit d'un débat de plus d'un an particulièrement rude entre républicains. Aristide Briand et Jean Jaurès, on le voit sur le tableau qui est au-dessus de ma tête, Aristide Briand et Jean Jaurès n'eurent pas la tâche facile pour aboutir à ce texte de conciliation avec lequel tous les élus, même ceux qui l'ont voté, n'étaient pas forcément d'accord, d'aucuns souhaitant aller beaucoup plus loin. L'Église s'est opposée avec virulence à cette loi. Les députés, qui se faisaient une haute idée de la politique, je suis convaincu qu'il en va toujours de même, en tout cas je l'espère, les députés tinrent bon. Tous les élus qui, croyant comme incroyants, avaient voté le texte, furent excommuniés. Il est donc absolument faux de dire que cette loi est le fruit d'une concertation entre l'Église et l'État. L'argument est fallacieux. Rappelons de surcroît que la République indivisible et universaliste ne négocie pas ses lois avec des communautés. Il ne saurait y avoir de citoyenneté à géométrie variable selon les origines de chacun, sauf à revenir à l'Ancien Régime, mais entre-temps, il y a eu la Révolution française, sauf à revenir sur les acquis fondamentaux de la Révolution française. Ce n'est donc pas à la République de s'adapter aux traditions religieuses, mais aux religions à respecter ses principes et ses lois. Les laïcs sont donc inquiets de ce qu'ils ont pu lire, parce que d'expérience, ils savent que toutes les tentatives pour améliorer, nettoyer, moderniser la loi du 9 décembre 1905 ont toujours eu pour objectif d'affaiblir la laïcité, de la contourner, de la vider en partie de sa substance. L'Église n'a jamais renoncé à sa volonté de former les consciences dès l'école. Il suffit de lire régulièrement les déclarations des papes successifs. Elle considère même, et c'est son droit, que c'est une de ses missions. La République, elle, la République laïque, considère que l'école publique a pour mission d'émanciper et non pas de former les consciences, pour mission d'instruire les enfants, quelles que soient leurs origines et les convictions des parents, à devenir des citoyens libres et égaux en droit, capables de penser par eux-mêmes. Ce n'est donc pas un hasard si l'école a été longtemps l'enjeu, le cas d'un affrontement, pas tout à fait achevé, l'Église cherchant à regagner le terrain perdu. De 1905 à nos jours, elle a obtenu des gouvernements successifs de droite, mais parfois aussi de gauche, que les établissements confessionnels soient financés publiquement, ce qui revient à réinvestir l'école par le discours religieux. Après que Pétain
et extirper la laïcité complètement de l'école, il faut le rappeler, notamment après que l'on ait failli célébrer sa mémoire. La 4e République, dans la filiation du programme de la Résistance, l'avait inscrite dans le préambule de la Constitution, et la 5e République allait reprendre ces textes. Mais tout au long de la Ve République, une série de lois et de dispositions sont parvenues à imposer le financement public des établissements privés d'enseignement. Ce sera juste un rappel pour les plus anciens, mais peut-être une source de réflexion pour les plus jeunes, ce furent ainsi en 1951 les lois Marie et Barranger, en 1959 la loi Michel-Debré, je dis bien Michel, en 1977 la loi Germer, et en 2009 la loi Carle, qui instaure pleinement le dualisme scolaire et le financement à parité du public et du privé, alors qu'il existe encore en France 500 communes sans école publique. Ce furent aussi, sur l'autre rive de la République, la loi Rocard, autorisant le financement public de l'enseignement agricole privé, première brèche sautée par la gauche. Ce furent ensuite les accords Langue-Cloupet, l'accord avec le Vatican reconnaissant les grades et diplômes décernés par les facultés catholiques. Dans le même temps, l'État et les pouvoirs locaux se sont mis à financer des associations dites culturelles, mais qui sont souvent le faux-nez d'associations cultuelles. Dans beaucoup de communes où les maires sont démunis, il s'agissait de négocier la paix sociale en finançant des associations, et particulièrement dans les cités les plus explosives dont on parle si peu. Parfois, ce furent des associations de formation au chant grégorien, qui étaient le faux-nez d'associations d'extrême droite luttant contre l'IVG. Parfois, c'était des associations d'alphabétisation, d'aide aux jeunes des cités, qui étaient en fait des lieux de recrutement pour des militants islamistes et salafistes, financés sur fonds publics. En 1991, Jack Lang avait ouvert la voie en permettant une contribution publique au financement de la cathédrale d'Évry, en inventant à l'époque le financement, non pas à la cathédrale, mais à une association culturelle qui était censée construire au cœur de la cathédrale un musée d'art sacré. Allez-y, et si vous trouvez le musée, vous me le direz, j'aimerais le visiter. Le même procédé va être utilisé en 2011 pour financer à Paris 18e, alors que le maire et ministre de l'Intérieur n'est pas un réactionnaire de droite, pour financer un institut des cultures d'islam, lequel à certaines heures fait de la culture musulmane et à certaines heures se transforme en lieu de culte. La brèche est ouverte. Il va être permis de financer le communautarisme en contournant l'article 2 de la loi de 1905 qui stipule que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Mais c'est au plus haut niveau de l'État que ces dernières années, la laïcité va être la plus malmenée. En 2002, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et des Cultes, se déclare déjà ouvert à une révision de la loi 1905. Vous voyez que le projet actuel a quand même une antériorité sans aucune ambivalence. C'est Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, qui se démarque de Nicolas Sarkozy en déclarant que la loi de séparation nous prémunit contre le poison du communautarisme. Jean-Louis Debré a du flair. La division de la droite sur ce sujet est en germe. Et bientôt, certains, dans cette famille politique, vont défendre une catho-laïcité, c'est un terme impropre, mais qui désigne une prétendue laïcité tournée exclusivement contre l'islam. Les mêmes rejoindront quelque temps plus tard la Sainte Alliance des intégrismes contre le mariage pour tous. Cette vieille droite est toujours bien vivante. En 2003, le président Chirac fait voter l'interdiction du port ostensible des signes religieux à l'école publique. Mais 3 ans plus tard, la commission Machelon, dont vous avez entendu parler, mais c'est peut-être loin dans votre mémoire, la commission Machelon, mise en place par Sarkozy, devenu président entre-temps, la commission Machelon avance une série de propositions permettant de contourner la loi en matière de subventionnement public des cultes. Le Conseil d'État s'engouffrera sur cette voie en rendant 5 avis
dont je vous épargne bien évidemment le détail, qui constitue un véritable toilettage par voie juridictionnelle, légalisant de fait le financement au culte par les pouvoirs locaux. C'est ensuite, mais ça c'est pour le fun, c'est ensuite le discours de Latran, dans lequel le président Sarkozy évoque, je cite, « les racines essentiellement chrétiennes de la France » et déclare que l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé dans l'apprentissage du bien et du mal. Un peu plus tard, il va plus loin, désignant l'ennemi. Je cite, « la laïcité qui exclut ou qui dénonce » et lui oppose la laïcité positive. On y est, fleurissent alors les qualificatifs accolés au mot laïcité, de droite mais parfois de gauche, qui visent à réduire à un simple dialogue interreligieux et à la neutralité de l'État, la laïcité, qui est bien évidemment beaucoup plus que cela. Sur l'autre rive de la politique, dont l'affiliation du cartel des gauches de 1924 et du Front populaire, François Mitterrand, en 1981, a retenu la proposition d'un grand service public et laïque de l'éducation nationale. Le projet tourne au fiasco, avec en 1984 la déroute de la loi Savary et par contre-coup l'affaiblissement durable de la gauche laïque dans le pays. Mais c'est sur la question du communautarisme que la gauche va se diviser le plus profondément. C'est l'autre nouveau champ d'agression contre la laïcité. En décembre 2011, François Hollande, candidat à la présidence de la République, annonce qu'il inscrira les principes de la loi de séparation dans le préambule de la Constitution. Notre souhait, notre demande, puisque nous avons soutenu cette proposition, était de donner pleinement valeur constitutionnelle à ces principes, ce qui est parfois contesté. François Hollande a une oreille très positive, et il est d'accord pour que l'on mette un terme à l'élargissement incessant des financements publics aux écoles confessionnelles et aux associations communautaristes qui fleurissent dans toutes les cités. La proposition 46, puisque c'est de cela dont il s'agit, annoncée lors du fameux discours du Bourget, la proposition 46 sera abandonnée, sur la pression d'un certain nombre d'élus socialistes, et notamment ceux d'Alsace et de Strasbourg, pour ne pas les citer. Bien que François Hollande, dans son discours du budget, ait déclaré « il n'y aura aucune dérogation en matière de la laïcité », et déclaré « les religions doivent rester à leur place », et reconnu, je cite, que le risque existe du différentialisme, le candidat est conscient des dangers, viendra de fait le temps de la confusion, des atermoiements coupables et des accommodements dits raisonnables. Vous vous en souvenez, tout avait commencé à Creil en 1989 avec la première affaire du voile. Le Premier ministre à l'époque, Lionel Jospin, choisit de ne pas choisir et transmet le dossier au Conseil d'État qui conclura que le port du voile dans les écoles publiques est compatible avec la réglementation en vigueur. La République va perdre plus de 20 ans. Une fracture culturelle se dessine qui va diviser les associations et les partis de gauche. Le droit à la différence, selon la formule de Régis Debray, que je ne manque jamais de citer, débouche inéluctablement sur la différence des droits. Et en 2013, le rapport Thuot est publié sur le site de Matignon. Il propose, accrochez les ceintures, une citoyenneté à géométrie variable pour, disent ses auteurs, tenir compte des origines de chacun. C'est le parti des anti-lumières. Au lendemain de l'attentat contre Charlie, des intellectuels, souvent issus d'une certaine ultra-gauche, attaquent les fondements de la République. L'universalisme est taxé d'idéologie de domination. La laïcité est traitée de colonialiste, xénophobe, islamophobe, raciste. Le différentialisme, issu, il faut le rappeler, des officines de l'extrême droite, et notamment du groupe de recherche et d'études des civilisations européennes,
prend pied à gauche. Ces tenants prétendent défendre les nouveaux opprimés, les héritiers du prolétariat en lutte contre le grand capital, les minorités ethniques, les descendants des damnés de la terre. Dans les faits, ils retournent le combat contre le racisme au profit du racialisme. Aujourd'hui, des sections syndicales organisent des réunions interdites aux Blancs sous prétexte de ne rassembler que les victimes du système colonialiste républicain. Les mêmes détournent le féminisme pour légitimer le port du voile, quand des millions de femmes dans le monde risquent leur vie pour avoir le droit de ne pas le porter. Et je pense tout particulièrement en ce moment aux femmes iraniennes qui mènent un combat dans les rues de Téhéran avec un courage qui mérite mieux que de telles réactions de nos intellectuels ou de certains de nos intellectuels. La fracture culturelle est donc devenue politique. Même au sein de l'Observatoire de la laïcité, pourtant conçu pour défendre la laïcité, et ma voisine avec qui nous avons été complices s'en souvient bien, même au sein de l'Observatoire, l'opposition se fait vive lorsque son président ose déclarer qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France. On se demande parfois si nous sommes au cœur d'un cauchemar ou dans la réalité politique. Parce que la réalité du terrain est tout autre. Une succession de rapports méprisés par la bien-pensance révèle la gravité de la situation et révèle les divisions de la gauche. Pourtant, dès 2002, Georges Bensoussan, dans Les territoires perdus de la République, nous avait alerté sur la gravité de la montée des périls dans plus de 500 cités où progresse le salafisme. 2 ans plus tard, le rapport Aubin, dont vous avez entendu parler, si vous ne l'avez pas encore lu, allez sur le site pour le découvrir. Le rapport Aubin liste les graves tensions suscitées par la montée des revendications différentialistes à l'école. Il y a des tables réservées selon les origines ethniques et culturelles des enfants, des WC séparés, des cours séparés. Le rapport Aubin évoque aussi la situation dans les hôpitaux, dans les quartiers, et il révèle la situation de jeunes filles qui sont soumises au diktat intégriste des grands frères que certaines municipalités financent pour tenir la communauté et faire le lien entre la municipalité et la communauté. On nage en plein délire. L'année suivante, c'est en France, à la suite d'un article publié dans le Figaro, que le professeur de philosophie, Robert Redeker, est contraint de passer à la clandestinité, à Paris. Puis vient ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire de la crèche Babilou, dont, vous le savez, la directrice, Natalia Baleato, est violemment attaquée par les islamistes et par quelques associations de parents d'élèves qui, pour autant que je me souvienne, ne sont pas franchement de droite. Une pétition est signée d'élus d'extrême gauche, de Verts et du PC, qui dénoncent la stigmatisation de la directrice de Babilou. Les associations laïques se divisent, elles le sont toujours. En juillet 2010, le Parlement vote une loi proscrivant le port du voile intégral dans l'espace public. Communistes et Verts boycottent le scrutin. Seuls 14 députés socialistes et 4 PRG votent le texte. En 2011, à son tour, le rapport du Haut Conseil à l'intégration, dont le secrétaire général est notre ami Alain Sexig, alerte sur les défis de l'intégration à l'école et donne de nombreux exemples. Et sont ici présents un certain nombre de personnes, dont Jean-Louis Auduc, qui ont témoigné et à l'occasion été auditionnés. La même année, explose l'affaire, et l'on voit qu'il y a une pression, une volonté de défier la République en permanence de la part d'associations militantes islamiques qui instrumentalisent souvent de pauvres gens perdus entre les lois de la République et leurs traditions communautaires. La même année, c'est la question de l'accompagnement des sorties scolaires. Pourquoi les personnes voilées accompagnant des sorties de classe seraient-elles dispensées de l'obligation de neutralité des enseignants et des personnels qui travaillent dans l'école? L'affaire a fait grand bruit, et en dépit de la circulaire Châtel qui interdisait le port de signes religieux pour les personnes accompagnant les sorties scolaires, en dépit de cette circulaire, celle-ci n'est pas appliquée, et l'affaire n'est toujours pas réglée. Disons-le clairement, même si le Conseil des sages vient de réaliser un vade-mecum de qualité et qui remet le curseur sur une ligne plus républicaine, disons encore que pour des raisons politiques, cette question n'est toujours pas tranchée.
et qu'il faudra qu'elle le soit. Alors, nous sommes dans la période où s'impose une vision victimaire de l'islam, qui va nourrir des fatwas culturels lancés par des intellectuels convaincus de défendre la veuve et l'orphelin, et qui aboutissent en France à faire interdire des pièces de théâtre, à faire interdire des films, des expositions, même lorsqu'il s'agit d'œuvres de Mozart ou de Voltaire. Cela se passe, cette censure se passe dans notre pays. Et lorsque le sociologue Gilles Kepel, dont vous savez qu'il n'est pas un farouche laïcard, mais un intellectuel indépendant, il alerte sur la réislamisation culturelle, je le cite, et sur l'illusion multiculturelle. Mais le dicton est confirmé, il n'y a pire sourd que celui qui ne veut entendre. En 2018, de nouvelles enquêtes témoignent de l'aggravation de la situation. Il y a une enquête réalisée par l'Institut Ipsos. Il révèle que dans les zones sensibles, un enseignement sur 2 témoigne d'atteinte au principe de laïcité. 54% d'entre eux témoignent de la remise en cause des contenus des matières enseignées. 30% concèdent qu'ils pratiquent l'autocensure. 30% des enseignants pratiquent l'autocensure, en particulier lorsqu'il s'agit d'évoquer la Shoah, et 63% déclarent être témoins de préjugés antisémites. Quelque temps plus tard, le CNAL fait réaliser un autre sondage qui indique que 59% des enseignants estiment que la laïcité est en danger. 59% des enseignants estiment que la laïcité est en danger. Ce chiffre atteint 72% pour la moyenne des Français. Mais il en est encore qui ne veulent pas voir et pas entendre. Il faudra l'ouvrage récemment publié ces dernières semaines par 2 journalistes du Monde, 16 ans après le premier texte de Georges Bensoussan, pour que les témoignages et les enquêtes précédentes ne soient plus considérés par le quotidien du soir comme idéologie, mais comme fait concret. Dans la foulée, la campagne présidentielle de 2007 voit les candidats s'affronter sur l'immigration, mais éviter soigneusement de promouvoir la laïcité. Quand ils ne la critiqueront pas, et pour la première fois publiquement, on voit des candidats se réclamant de la gauche dire eux-mêmes ou laisser dire à certains de leurs très proches tenir des propos qui sont des propos d'attaque contre la laïcité. Comme si la laïcité vue de droite ne devait tourner que contre les musulmans et que si vue de gauche, elle ne devait être tournée que contre les catholiques. Difficile dans ce contexte de défendre la conception universaliste de la laïcité. Aucune force politique républicaine ne s'engageant clairement en faveur de la laïcité, un boulevard s'est ouvert à l'extrême droite, qui est d'ailleurs réunie en ce moment à l'Assemblée dans une autre salle. Ne vous trompez pas de salle quand vous reviendrez cet après-midi. Un boulevard s'est ouvert à l'extrême droite qui, je vous le rappelle, a toujours prôné une France blanche, catholique, apostolique et romaine. Le Front national avait tenté ces dernières années un détournement de la laïcité, un véritable hold-up visant à susciter la peur en stigmatisant tous les musulmans. Sa candidate s'est donc retrouvée pour la seconde fois de suite au second tour de l'élection présidentielle. Les républicains comprendront-ils que pour combattre l'extrême droite, il ne suffit pas de la dénoncer, encore moins de l'instrumentaliser, pour être sûr de se retrouver seul face à elle au second tour, et qu'il convient d'apporter des solutions républicaines, laïques et sociales aux défis de notre temps, faute de quoi? Et sans jouer à se faire peur, la prochaine élection présidentielle pourrait nous réserver une bien triste surprise, et il n'est pas sûr que la 3e tentative ne puisse pas être la bonne. La volonté affichée du président Macron de concilier les contraires trouve ses limites quand il s'agit de la laïcité. Le discours des Bernardins exprimant la volonté, je cite, de restaurer le lien abîmé entre l'Église et la République avait suscité l'inquiétude des défenseurs de la laïcité. Le projet de révision de la loi de séparation, s'il devait se confirmer, contribuerait à abîmer le lien entre la République et la laïcité. L'actualité immédiate, autour de nous, sur les Champs-Élysées,
et à travers la France, témoigne de la gravité de la rupture sociale et de la rupture culturelle qui traîne et s'amplifie depuis que Jacques Chirac lui-même l'avait dénoncé, et donc de la nécessité de promouvoir la République sociale et laïque. Il est temps que ceux pour qui ces mots font encore sens, pour qui la politique n'est pas que la conquête du pouvoir, mais porte des solutions et un idéal, il est temps qu'ils se retrouvent pour défendre et promouvoir une laïcité sans qualificatif qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'applique à toutes les religions. Une laïcité, nous assumons le mot, universaliste, clé de voûte de la République, porteuse d'une fraternité qui fait cruellement défaut à notre époque. On n'ose plus évoquer le troisième terme de notre devise sans passer pour un rigolo. Mais la devise de la République, c'est liberté et égalité pour déboucher sur la fraternité. Il n'y a de fraternité qu'entre gens libres et égaux, et c'est bien le sens de la laïcité de le permettre. À nous de faire en sorte aussi que cette fraternité ne soit pas qu'un mot creux. C'est donc le sens de ce colloque, c'est pourquoi nous avons décidé d'interpeller les partis politiques ou des élus, de mesurer dans quel cadre ils sont prêts à avancer aujourd'hui au cœur de cette confusion, à avancer pour défendre cette idée de République. Et c'est la raison pour laquelle le comité Laïcité République lancera tout à l'heure un appel par la bouche de notre président Jean-Pierre Sakoun. Il est temps de prendre les choses avec sérieux. Merci. Et maintenant, allons au fond de choses avec nos invités. Merci.